Bienvenue dans la semaine de l'écho. Afrique et Europe se sont donc retrouvés pour un sommet. 80 chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles, sommet repoussé d'1 an et demi, Covid oblige. Objectif affiché, renouveler le partenariat entre les deux continents et tenter de réchauffer des relations distendues. Le tout sur fond de départ de l'opération Barkhane. Alors comment rééquilibrer les relations ? Comment les anciennes puissances coloniales peuvent être contrer la concurrence chinoise, russe ou turque? Comment mieux financer les économies africaines? On en parle tout de suite avec mes invités. Et Abdelmalek Alaoui, président de l'Institut européen d'intelligence stratégique et auteur de Le temps du Maroc 2020-2021, résilience et émergence du royaume chérifin. Une avancée considérable et un pont entre nos deux continents. Est-ce que ces 150 milliards d'euros sur 7 ans vont dans le bon sens ? Alors, c'est une annonce qui était très attendue. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que ce Global Gateway est négocié. Ça va dans les intérêts également des Européens parce que, il faut le rappeler, c'est pas de l'argent magique, c'est pas de l'argent qui va être offert à l'Afrique. Des entreprises européennes vont certainement en bénéficier en pouvant intervenir sur ces grands marchés d'infrastructures. Et puis, il y a une vision de plus long terme pour l'Europe, c'est que son marché de demain, c'est l'Afrique avec son 1,2 milliard de consommateurs. Et donc, je crois qu'il faut vraiment être très attentif à l'agenda européen en direction de l'Afrique. C'est un geste qui est important. Certains observateurs diront qu'il est encore insuffisant. Et justement, sur les domaines qui sont mis en priorité, la santé, l'accès, les satellites européens pour l'accès à Internet, vous diriez que ce sont les bonnes priorités pour l'Afrique ? Alors, la santé, indubitablement, mais les chiffres sont quand même paradoxaux. On parle aujourd'hui d'1 milliard d'euros qui sont mis sur la table pour 6 centres de fabrication des vaccins, alors que le Maroc, à lui tout seul, il y a 3 semaines, a lancé sa méga-usine de vaccins panafricaine en mobilisant 500 millions d'euros pour un seul pays, sous l'initiative du roi Mohamed VI. Donc il y a toujours, lorsqu'on regarde, nous, Africains, ces initiatives européennes, on se dit toujours l'Europe a adopté la maxime du cardinal de Retz, à savoir qu'elle ne veut pas vraiment sortir de l'ambiguïté, elle a peur que ça soit à son détriment. Aujourd'hui, il y a besoin de beaucoup plus de clarté dans ces initiatives. Abdelmalek Alaoui, je vous voyais réagir précisément sur cette question-là. Sur la question des barrières non tarifaires. Et comment est-ce que l'Afrique peut être pénalisée par certaines décisions européennes? Il y a des sujets très importants qui n'ont pas été mis sur la table. Il y a la question de la taxe carbone aux frontières qui va arriver en 2025, qui est en réalité une réplique à l'agenda géostratégique européen pour essayer de pénaliser les Chinois et les Américains, mais dont les Africains sont aujourd'hui victimes. Les premières victimes. Bien sûr, je pense aujourd'hui à de grands pays industriels qui sont encore en train d'avancer au sud de la Méditerranée comme le Maroc. Si demain on a une taxe carbone aux frontières, alors même que nous polluons beaucoup moins que les Européens, évidemment, il faut qu'il y ait une sorte de rattrapage et de rééquilibrage de ces relations qui soient mises en place. Abdelmalek Alaoui, pardon, vous partagez cette idée de donner une période de transition à l'Afrique et on entend beaucoup dans les discours, en tout cas, par exemple de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, parler de réindustrialisation, de retrouver une souveraineté en France industrielle. Qu'est-ce que ça inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que Marocain? Vous savez, je commençais mon intervention en disant il faut lever les ambiguïtés. Côté africain et côté marocain, il y a une volonté très forte exprimée par le roi du Maroc que ce partenariat d'égal à d'égal ne soit pas juste de l'amour, mais qu'il y ait des preuves d'amour. Et en réalité, l'Europe, aujourd'hui, appelle à la relocalisation d'un certain nombre de ses industries, ce qui risque d'assécher les pôles de prospérité qu'il pourrait y avoir au sud de la Méditerranée. Et en même temps, elle prend des talents en Afrique, elle leur permet de venir travailler en Europe en moins de 15 jours en obtenant un visa lorsqu'elle les réduit pour toutes les autres catégories de population. Donc aujourd'hui, il y a un vrai appel à lever ces ambiguïtés. Et pour finir là-dessus, moi j'ai regardé notamment le discours de Mohamed VI. Lui a pris le contre-pied de ces annonces. Il a parlé de culture, il a parlé d'éducation et il a parlé de migration. Parce qu'on nous demande d'être les gendarmes de la Méditerranée. Est-ce qu'on vous en donne les moyens ? C'est pas une question uniquement de moyens. Vous savez, l'Afrique a 1 milliard d'habitants, elle gère 18 millions de migrants. En Europe, vous avez 450 millions d'habitants plutôt riches, et tout le monde se met à pousser des cris d'orfraie. On observe des montées des extrémismes pour 1 million de migrants. Donc la réalité, c'est qu'il faut qu'à un moment, l'Europe
comprennent à quoi nous sommes confrontés et que nous voulons désormais que ces relations soient rééquilibrées. Alors Abdelmalek Alaoui, dans votre livre, vous dessinez un Maroc qui a plutôt bien traversé la crise du Covid, qui entend jouer, voire qui joue déjà un rôle peut-être de base industrielle et financière régionale. Comment l'Union européenne peut-elle prendre en compte cette nouvelle donne ? Alors, le Maroc est le pays qui jouit de la stabilité macroéconomique et institutionnelle au nord de l'Afrique et qui s'est positionné désormais comme porte-voix de ce rééquilibrage des relations en mettant sur la table des sujets qui souvent ont été cachés ou mis sous le tapis, alors que la réalité, c'est que nous avons aujourd'hui nous avons besoin de co-construire. Et cette volonté de co-construction, elle peut passer par le Maroc parce qu'il jouit justement de cette stabilité et qu'il a déjà le savoir-faire et qu'il permet d'animer cet axe euro-africain industriel qui finalement sera le marché européen demain. Et très rapidement, que peut faire le Maroc pour retenir ces talents qui ont tendance à être attirés par l'Europe ? Vous le disiez tout à l'heure avec ce passeport talent que met en place la France. Alors, le Maroc est en train de mettre en place un plan très important pour notamment les talents du numérique, qui sont ceux qui sont le plus drainés par l'Europe, en expliquant et en faisant la pédagogie aux grandes entreprises multinationales européennes, tout simplement qu'il y a une clé de répartition. On peut laisser les emplois à très forte valeur d'innovation en Europe, mais il y a les emplois qu'on appelle best cost, ceux qui sont labor intensive. Alors, parlez en français. Labor intensive, disons que le coût du travail est déterminant dans l'acte d'achat. Et ceux-là doivent rester au sud de la Méditerranée parce que c'est ce qui permettra de développer cette zone. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve juste après le journal.